On va démarrer. Déjà, un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir présenter leurs innovations. Mathieu Rimaud et Antoine Perrier. Je crois qu'Antoine est à distance. Qui vont nous présenter TwinSight, qui est un jumeau numérique dans l'orthopédie avec une très belle ambition applicative sur la chirurgie du genou et la personnalisation des traitements. C'est vraiment aujourd'hui clé, hein. On a parlé justement des sujets de création d'actes, mais ça, c'est clairement dans la programmatique chirurgicale, ça va arriver très très vite. C'est très important effectivement que on puisse, nous, côté entreprise, avoir un chemin clair établi sur la prise en charge de ce genre d'innovation. Je t'en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais laisser la parole à Antoine et je vais juste animer les slides. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous Oui, entends très bien. parfait. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'Académie nationale de chirurgie et France Biotech de nous avoir conviés pour vous parler de TwinSight et également France 2030 qui nous soutient. Je fais un petit retour en arrière. En fait, j'ai eu l'honneur en 2017 de pouvoir vous présenter, sur l'invitation de Philippe de Normandie, en fait, ce qui étaient les prémices de ce projet, où à l'époque, c'était vous décrire les nouvelles technologies au service des stratégies médico-chirurgicales et l'application en neuroorthopédie. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, la notion d'irréversibilité était au cœur de notre de préoccupation. On concevait finalement dans la recherche, avec le laboratoire TIMC et les services hospitaliers de Garches et de l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, des modèles numériques, à l'époque ça s'appelait comme ça, du patient. Il fallait une soixantaine d'heures pour concevoir ces modèles et il n'y avait pas de contexte réglementaire, ce qui fait que ce n'était pas applicable. Donc maintenant, on est 6 ans plus tard. Alors 6 ans plus tard, finalement, il y a eu un contexte réglementaire qui s'est mis en place et puis surtout des nouvelles sémantiques. Donc tout d'abord, la sémantique du patient virtuel, le mot à la mode. Le patient virtuel, c'est un modèle informatique de la physiologie humaine utilisé pour la formation des médecins, la recherche médicale et les essais cliniques, la personnalisation des traitements de patients réels en fonction de leur anatomie et de leur physiologie individuelle. On est dans le domaine de la médecine in silico. Alors médecine in silico, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le silicium. Bien entendu, l'ordinateur ne soigne pas le patient. L'ordinateur devient un compagnon, une aide à la décision pour le médecin. Ensuite, il y a le mot jumeau numérique. Alors, jumeau numérique, c'est un mot aussi très à la mode. Dans la réalité, ça existe depuis de nombreuses décennies dans l'industrie, et c'est une copie virtuelle d'un système physique. Ça sert à simuler le comportement et les performances de ce système dans différents scénarios. C'est là où le mot jumeau numérique est un peu galvaudé à l'heure actuelle, parce qu'on en parle même pour afficher quelque chose en 3D, juste une représentation. La réalité, c'est que c'est un système physique qui se calcule. Donc, les jumeaux numériques sont créés à l'aide des données réelles et de modèles mathématiques, et c'est utilisé pour la planification, la conception, l'optimisation et la simulation de la performance. Donc, ça s'approche du principe fondamental de la médecine qui est primum non nocere, en premier ne pas nuire. Et finalement, le côté irréversible de la chirurgie est à l'heure actuelle un des enjeux. On ne peut pas tester en chirurgie orthopédique les différentes stratégies thérapeutiques sur le patient, les différents modèles d'implants, par exemple pour la chirurgie du genou, les différentes manières de poser cet implant, tout en prenant en compte les particularités de l'implant. D'où la nécessité de pouvoir avancer plus loin. On a aussi un problème lié à la formation initiale, parce que on apprend le catalogue des pièces des systèmes, donc on apprend l'anatomie structurelle, mais dans la réalité, c'est parce que je connais par cœur les pièces d'un système que je sais comment il fonctionne. Et à l'heure actuelle, il y a un défi de connaissance autour du système de l'appareil locomoteur et de son fonctionnement. Et puis le clinicien, lui, même s'il sait comment ça fonctionne, va avoir besoin finalement de quantifier. Et là, on passe dans le domaine de la biomécanique, qui est comment ça se calcule. Donc TwinSight, c'est un projet finalement qui s'adresse à la biomécanique des patients dans la chirurgie orthopédique. On en a besoin pour la chirurgie de prothèse totale de genou. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, donc un potentiel structurel, et des mobilités différentes, un potentiel fonctionnel. Cependant, à l'heure actuelle, ces chirurgies sont dans un système où malheureusement on applique une standardisation. On a des implants qui sont plutôt génériques, et puis il y a le contexte du one size fits all, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à penser que un ensemble de systèmes un peu uniformes peut suffire à tout le monde. Ça ne fonctionne pas et les publications montrent qu'après une chirurgie de prothèse totale de genou, 20% des genoux restent instables. Donc là, on est sur de la mobilité fonctionnelle du patient. Et puis, on a également 20% à peu près des patients qui restent insatisfaits. Ça sous-entend que l'objectif de la chirurgie n'a pas répondu à leur attente et pour certains qu'ils regrettent cet acte.
Donc, on est face à une chirurgie qui n'est pas forcément personnalisée parce qu'on a des implants conventionnels, qui, même si les procédures peuvent être variables, et qui n'est pas validée au sens industriel du terme, c'est-à-dire que le patient, finalement, n'a pas le bénéfice attendu. Donc, on a une insatisfaction qui va entraîner des surcoûts, et ces surcoûts peuvent être en termes de soins, d'actes de radiologie, par exemple, ou de chirurgie supplémentaire. Donc, pour améliorer la précision chirurgicale, il y a énormément de technologies et vous en avez reçu beaucoup d'exemples. Donc, la précision chirurgicale, c'est ce qui permet au chirurgien de sortir du risque lorsqu'il va réaliser son geste. Et la navigation, la réalité augmentée, les capteurs, l'instrumentation patient spécifique ou les robots seront d'une aide précieuse finalement au chirurgien pour qu'il puisse précisément réaliser son geste. Cependant, cette amélioration de la précision ne se traduit pas par une amélioration pour les patients dans la littérature. Pourquoi? Parce qu'on peut être très précis, mais pas au bon endroit. Et le problème est le problème de la planification chirurgicale. Donc la planification chirurgicale, à l'heure actuelle, c'est un peu le parent pauvre dans la chirurgie parce que le chirurgien passe beaucoup de temps avec son patient pour évaluer le besoin de chirurgie et puis va passer beaucoup de temps au bloc opératoire. Mais à l'heure actuelle, il y a très peu de temps consacré possible à cette planification. Pour opérer, on a besoin d'un objectif de planification. Et l'idée de pouvoir finalement déterminer le positionnement personnalisé d'un implant, ce positionnement idéal pour cette prothèse avant l'intervention devient nécessaire. Mais pour ça, on a besoin, pour chaque patient, de comprendre son anatomie osseuse, l'anatomie pour les cas d'instabilité des ligaments et de la rotule, et puis comment les deux vont se combiner avec cette nouvelle prothèse finalement. Donc, on est face à une augmentation de la demande de personnalisation en chirurgie, qui est légitime de la part des patients, afin d'optimiser leurs fonctions, d'avoir une meilleure satisfaction pour leur qualité de vie. Mais on a aussi une obligation d'améliorer la rentabilité de l'épisode de soins et de contraindre finalement les surcoûts, les dépenses qui vont être liées après la chirurgie à une moindre satisfaction du patient. Donc finalement, ce qu'on propose, c'est d'apporter de la dynamique du mouvement du genou à une planification qui est encore exclusivement statique. Et donc l'idée, c'est de rajouter à ces os en 2D ou en 3D, tel que le visualise le chirurgien à l'heure actuelle, des informations autour des ligaments, autour de la rotule, et puis la simulation du mouvement du genou dans toute son amplitude de mouvement. L'objectif étant d'aligner de la manière la plus personnalisée possible, finalement, le membre inférieur du patient en lien avec la fonctionnalité attendue. Donc finalement, l'objectif est d'aller vers un moyen qui va être incrémental pour pouvoir proposer ces solutions. Donc sur J-Twin, c'est un planning qu'on dit 4D, alors c'est un mot à la mode, mais la réalité c'est que ça prend en compte l'imagerie 3D en couple du CT scan, ça rajoute des fonctions de dynamique. Pour ça, on va combiner les données du patient, un modèle biomécanique validé, développé avec les organismes publics, notamment le laboratoire TIPSA et Grenoble, et une bibliothèque d'implants disponible par le chirurgien au sein de l'hôpital. L'idée est de passer du patient virtuel un peu généraliste au jumeau numérique du genou du patient et de pouvoir trouver la bonne prothèse avant la chirurgie et surtout trouver la bonne position afin que le chirurgien, quelle que soit sa méthode de pose, instrumentée ou non, avec de technologie ou non, puisse réaliser son geste. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, on va avoir besoin d'extraire automatiquement les os en 3D du patient, et ça à l'heure actuelle, c'est un temps qui peut être très chronophage si on le fait manuellement, d'extraire automatiquement les mesures qui permettent de faire l'évaluation du besoin chirurgical, mais également d'optimiser le positionnement de cet implant, et enfin d'explorer le résultat. Alors ne prenez pas peur avec cette slide, mais c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est très complexe, mais dans la réalité, ça doit répondre à un besoin qui est assez basique, qui est d'obtenir une information du potentiel du genou du patient après sa prothèse. Et pour ça, il y a 7 ans, ce que je vous ai présenté me prenait 60 heures. L'objectif là est de pouvoir passer à 3 minutes de création pour le jumeau numérique et une trentaine de minutes pour obtenir les résultats de cette simulation. C'est le seul moyen qu'on pourra obtenir pour que tous les patients puissent en bénéficier sans que le chirurgien, finalement, perde un temps non nécessaire devant l'ordinateur. Donc voici un exemple de résultat possible où le chirurgien peut choisir des propositions qu'il souhaite évaluer de positionnement de l'implant. Et derrière, il va pouvoir visualiser le résultat de cette proposition de pose de cet implant donné sur ce patient donné et voir l'impact que ça aura sur la mise en tension des ligaments en prenant en compte la déformation des os, mais également, et c'est le parent pauvre de la chirurgie du genou à l'heure actuelle, sur le déplacement de la rotule en fonction de la position de cet implant et de la mise en tension des structures. Donc voici un exemple de ce que l'on souhaite pouvoir fournir aux chirurgiens. En synthèse,
pour le planning personnalisé dans la prothèse totale de genou, finalement, ce qu'on propose, c'est un logiciel médical qui va permettre de passer de la recherche, finalement, où il fallait 60 heures, à de l'industrie, à grande échelle, pour que tout le monde puisse y avoir accès, quelques minutes. La chirurgie programmée, en orthopédie, elle doit intégrer aussi bien la précision du geste, avec les robots et les nouvelles technologies, mais également l'exactitude de la personnalisation du soin. Le jumeau numérique dynamique, ça va permettre de tester des hypothèses chirurgicales et d'estimer les conséquences sur la fonction du patient pour sortir de cette irréversibilité du choix unique du chirurgien. Et puis, on doit répondre à ces enjeux de normes qui sont majeurs afin d'assurer la sécurité du soin. Et enfin, et c'est là le soutien finalement de l'Académie de France Biotech va être essentiel, c'est que pour être accessible à tous les patients, il va falloir créer de nouveaux actes en lien avec, dans un premier temps, le temps clinique dédié à la planification. Parce qu'à partir du moment où le chirurgien passe énormément de temps à l'évaluation du risque, mais qui finalement n'a pas la possibilité de dédier du temps à cette planification, ça ne pourra pas avancer. Et à l'heure actuelle, d'après nos études, le chirurgien n'a que 3 minutes et 4 clics à nous offrir. Et puis, il va falloir avancer sur les nouveaux actes en lien avec l'usage des nouvelles technologies au bénéfice du patient. Et donc, ça s'évaluera face au service rendu sur l'épisode de soins. Donc, ma question, c'est dans 10 ans, est-ce qu'il sera encore acceptable en chirurgie programmée de prothèse totale de genou, finalement, de ne pas tester l'ensemble des hypothèses chirurgicales en amont de la chirurgie afin de s'adapter au mieux à la capacité structurelle du patient, fonctionnelle du patient et dans l'objectif d'obtenir finalement ce qu'il souhaite en termes de fonction. Donc, je vous remercie pour votre attention et d'avoir mis en avant cette initiative. Bravo. Merci pour cette présentation très claire et parfaitement dans les délais. Donc, il s'agit bien d'une tendance générale actuellement dans les activités de soins, c'est-à-dire une médecine de précision et surtout une médecine personnalisée. Pour personnaliser les choses, vous utilisez un logiciel qui est donc une interface, si j'ai bien compris, entre l'imagerie du patient, sur laquelle sans doute il faudra revenir un petit peu, et celui qui fabrique la prothèse. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de fabrication spécifique pour un patient donné, comme ça a pu être présenté ici par ailleurs, mais le chirurgien a le choix dans une bibliothèque, et comme vous l'avez dit, c'est pour reprendre votre mot, qui est déjà disponible dans l'établissement de soins. C'est bien ça. Voilà, donc c'est pour lancer le débat des limites peut-être de cette personnalisation, et puis peut-être vous reviendrez tout à l'heure sur l'imagerie. Je passe la parole à Jean-Claude. Oui, merci Antoine. Bon, je pense que les orthopédistes auront sûrement des choses à dire. Moi, j'ai quelques commentaires. D'abord, dire qu'effectivement, il y a une analyse, une vision, une réflexion qui est vraiment profonde, je veux dire, sur effectivement la partie dynamique. Et je veux dire, bon, quand nos collègues nous disent toujours, la rotule, on ne sait pas, c'est véritablement un problème. Donc, vous êtes attaqué quelque chose de fondamental. Mais ce qui me semble intéressant, au-delà de l'orthopédie, c'est la place de ce logiciel par rapport véritablement à la transformation de la chirurgie en général. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé cette formule formidable quand tu dis amélioration de la précision ne veut pas dire qu'on a fait la précision au même endroit. Et je crois que ça, c'est un des points excessivement importants, que ces logiciels ont énormément d'importance, parce que quand on dit que la robotique nous permet, pour le genou, d'être à 3 degrés de confiance et quelques millimètres, et si on a fait la planification au mauvais endroit et qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas de construction correcte. Donc, c'est un élément, je pense, absolument essentiel de la chirurgie 4.0 et de la personnalisation, parce que ça s'applique là et ça s'appliquera partout. Je veux dire, c'est un élément conceptuel excessivement important dans cette chaîne d'évolution technologique. Merci pour ce commentaire. Est-ce que vous avez des questions, Albert-Claude Benamou? Oui, j'ai une question sur la qualification de l'innovation par rapport aux dispositifs médicaux qui sont reconnus pour être remboursés, etc. Est-ce que le dispositif logiciel va être quelque chose à évaluer et à financer? Alors, je prolonge cette question d'évaluation que j'avais également prévue. C'est-à-dire, est-ce que vous avez prévu des études d'évaluation prospective pour valider à la fois au niveau du résultat orthopédique, mais également au niveau de la maîtrise des coûts? Je pense qu'on pourrait donner la parole une seconde, soit à François Richard, soit à François. Tu m'entends?
Oui, oui, très bien. Et parce que je pense que là, je veux dire, on pourrait peut-être dire un mot sur le fait que cette partie ancillaire de la chirurgie est maintenant considérée comme une partie importante de la chirurgie, de la transformation de la chirurgie, et que le HCN a des propositions qui sont assez avancées sur le fait d'éventuellement d'avoir des tarifications pour cette partie qui est totalement intégrante de l'acte chirurgical maintenant. En deux mots, entre il y a 25 ans où il y avait la voie d'abord et puis l'action chirurgicale, maintenant se sont ajoutés deux grands chapitres qui sont tous les systèmes de guidage et d'autre part toutes les aides, disons aides numériques pour faire simple. C'est-à-dire que là, on voit très bien tout le travail qui va être fait avant ou pendant pour pouvoir aboutir à cette précision. Et donc, ça pose la question, et ça a d'ailleurs été envisagé, puisqu'il y a déjà, c'est ce qu'on appelle les PECTAN, il y a déjà des systèmes d'accès pour les aides numériques qui sont très peu nombreux et qui sont dans une niche particulière. Et ça fait d'ailleurs partie des projets de l'AIS d'harmoniser tout ça pour pouvoir les prendre en charge sur le plan et d'inscription et de la tarification. L'autre chose auquel il faut penser, c'est qu'il va falloir que les orthopédistes, dès maintenant, réfléchissent à comment, dans les chapitres de l'évaluation d'une intervention et du travail d'une intervention, comment on met en place toute la partie qui s'est ajoutée à la chirurgie. Toute la partie de lecture, mise en place du logiciel, remplissage du logiciel, discussion du logiciel ou en péropératoire, utilisation de telle ou telle procédure. Il va falloir que, de façon assez homogène sur l'ensemble des prothèses, par exemple, on réfléchisse à comment c'est le plus pertinent de quantifier ce travail. Parce qu'on ne va pas, pour chaque malade et chaque prothèse, quantifier le travail de ces techniques supplémentaires. Donc, il y a un travail qu'il faut démarrer dès maintenant, même si sur le plan pratique, tout n'est pas encore opérationnel. Est-ce qu'il faut faire comme par exemple les neurochirurgiens qui ont dans certains actes où il y a les dessins de la tumeur à irradier, c'est le radiothérapeute qui irradie, mais c'est le neurochirurgien qui va sur les scanners en 3D ou les IRM dessiner le volume tumoral, eh bien, ça déjà rentre dans la quantification du travail pour tarifier l'acte. Bon, bah, c'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Merci François. Éventuellement, tu évidemment réinterviendras. Mais moi, je voudrais me placer un peu en amont de la tarification, c'est-à-dire de la preuve scientifique. Alors, il n'y a pas d'amélioration du service rendu au même titre que le médicament, par exemple, en ce qui concerne les dispositifs, que ce soit software ou même des DMI. Mais comment avez-vous envisagé de faire la preuve de la supériorité de cette utilisation, puisqu'on parle déjà de coûts éventuels, de coûts pour le payeur? Quelle est la démarche scientifique prospective que vous envisagez? Alors, à l'heure actuelle, on a une première obligation qui est la démarche non prospective, mais la démarche de démontrer que ce qu'on mesure est bien juste et proche de la réalité du patient. Donc, pour ça, on a mis 2 ans à avoir les autorisations pour pouvoir faire une première étude rétrospective pré- et post-chirurgicale et prospective pré- et post-chirurgicale parce que les comités d'éthique ne connaissaient pas l'utilisation des jumeaux numériques dans ce type de recherche. Donc, ça a déjà été un premier verrou qu'on avait. C'est très important, vous ouvrez la voie d'une certaine façon. Oui, mais ça a été compliqué. Oui. La deuxième étape, c'est qu'à l'heure actuelle, on encadre 2 thèses de chirurgie avec pour objectif d'évaluer, cette fois-ci, si ces systèmes-là permettraient de discriminer ce qui fait qu'une chirurgie bien réalisée ne satisfait pas le patient et le chirurgien. Parce qu'à l'heure actuelle, la métrique d'évaluation est une métrique finalement basée sur la bonne performance de la chirurgie. Et on essaye de voir avec ces systèmes-là, sur des corps de patients, avec les entrepôts de données de santé, notamment de Grenoble, si on pourrait trouver des indicateurs fonctionnels et morphologiques qui permettraient de discriminer le risque.
soit des indicateurs reconnus et validés en particulier par la société savante, qui doit être partie prenante dans l'évaluation de cette stratégie thérapeutique, je dirais. Tout à fait. Gérard Mauvant. Oui, je voulais poser un problème technique. Pour créer un jumeau, il faut qu'il soit identique au premier. Comment est-ce que vous arrivez à vous départir du fait que vous partez d'un examen en décubitus, en décharge, à partir d'une technique qui ne montre pas les parties molles? Comment arrivez-vous à imaginer un patient en charge avec des parties molles, notamment l'équilibre ligamentaire de la prothèse? Et d'une façon générale, quelle est l'imagerie sur laquelle vous vous basez au départ? Ça prolonge la question de Gérard. Alors, à l'heure actuelle, l'imagerie de départ est le CT scan. Le patient post-chirurgical n'a plus son cartilage, donc on n'a pas la nécessité d'avoir la précision du cartilage pré-chirurgical. Cependant, l'idée est que le jumeau numérique soit calibré sur une seconde imagerie du patient qui pourrait être l'imagerie conventionnelle en chousse et en charge. Donc, on va reconstruire en 3 dimensions à partir du CT scan. Ça va être recalé sur l'imagerie 2D afin de pouvoir vérifier si le modèle numérique, dans cette position en charge, est capable de reproduire l'imagerie qui a été effectivement réalisée sur le patient. Dans tous les cas, on reste sur une notion de simulation et la simulation numérique reste une simplification. Donc, l'objectif est de diminuer le risque d'incertitude, mais à aucun moment, on n'aura la prétention d'être 100% réaliste sur l'ensemble de la physiologie parce que, tout simplement, il faudrait trop d'imageries différentes pour pouvoir le faire. Merci beaucoup d'avoir répondu clairement à toutes nos questions et Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Merci. Merci beaucoup.